vous attendez pas si tôt, j'étais dans mes calculs. 10 mètres carrés de parcelle bio, ça fait un t-shirt en lin bio. 1 hectare de lin bio, ça fait 3,7 tonnes de CO2 absorbées. Et dans tous les cas, la totalité de la production, ça fait 0 déchet. C'est un peu l'essence du projet Jamais l'un sans l'autre qui est porté par le collectif Biinic. Et venez, je vais vous présenter ça, on va aller au Chaland et puis après on ira au musée de Saint-Brieuc, là où tout a commencé. Je pense que l'écologie c'est un peu partout et c'est la manière dont on s'habille, la manière dont on habite, la manière dont on se meuble. Et en fait le lin, c'est-à-dire ce qu'on voit là et là, et je vais expliquer en fait pourquoi c'est la même chose là et là. C'est extrêmement fort en termes d'impact positif qu'on peut avoir chacun dans notre quotidien. Par exemple, pour les vêtements, l'impact est tellement fort que si chaque Français remplaçait une seule de ses chemises en coton en général de sa garde-robe, une seule, ça permettrait d'économiser la totalité de l'eau consommée dans la région francilienne pendant 1 an, ce qui est absolument énorme. Et je ne parle pas de l'impact des vêtements sur non seulement bien sûr l'eau qui est bue, mais également l'eau qui est polluée, la qualité des sols, également l'impact au niveau social et sociétal avec le travail des enfants, les pesticides de conservation des transports des vêtements. Donc c'est absolument énorme. Et il faut savoir que le lin, c'est 80% de la production mondiale vient de France. Et la seule région, en fait, en France, qui pourrait produire du lin et qui n'en fait pas, c'est la région Bretagne. Et historiquement, la région Bretagne avait une grande production de lin. Donc le lin, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est quand ça pousse. Au mois de juillet, ça a été taillé. Donc ça c'est produit en Normandie. C'est ce qu'on appelle du lin fibre, avec des grandes tiges. Et vous avez ici les graines qui permettent de donner l'huile de lin avec laquelle on fait des cosmétiques ou de la peinture aussi. Et la manière dont c'est cultivé, on l'arrache en fait au mois de juillet, quand c'est à terme. C'est planté à peu près au mois de mars. La jolie fleur bleue qu'on connaît, elle dure qu'1 jour de floraison. Et la spécificité, c'est que le lin ne se cultive pas et ne se récolte pas comme le blé ou le maïs. Non, ça s'arrache. C'est pour ça qu'il faut des machines absolument, vraiment très spéciales et donc une mécanisation vraiment spéciale. Et donc c'est là où on le voit, on voit très clairement. Et ça s'arrache pour avoir un maximum de longueur et de tige. L'autre particularité du lin et du lien avec la Bretagne, c'est le fait que le lin fibre ne pousse pas n'importe où. Et pour qu'il soit de grande qualité, il faut notamment qu'il soit sur des zones plutôt littorales, qu'on appelle non gélives, c'est-à-dire qui ne gèlent pas, où il y a une bonne qualité d'eau, de pluie et de quantité, et puis en même temps dans laquelle il y a du vent, il faut que ce soit venté, parce que le vent permet de solidifier les tiges et d'avoir une très bonne qualité de lin. Et puis là, ce qu'on voit ici, c'est ça, mais après la phase de teillage. Et la phase de teillage, c'est quoi? C'est ce qui va rester de cette tige-là après la phase de rouissage, c'est-à-dire au contact de l'eau, de pluie, et on l'aura retourné plusieurs fois. Il y a une sorte d'écorce qui va pourrir et ça permettra d'arriver jusqu'à la fibre. Et le teillage, c'est comme une sorte ce sont des machines énormes qui permettent en fait d'enlever l'écorce et de peigner pour arriver jusqu'à ça quoi. On dirait des cheveux, c'est super doux, c'est magnifique. Et ceux qui travaillent dans les entreprises qui font du fil peuvent connaître la qualité du fil final rien qu'en regardant le teillage. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire que on a créé un projet avec un collectif qui s'appelle Biinic, et qui fait un petit clin d'œil à la ville de Biinic dans la baie de Saint-Brieuc, et dans lequel il y a le phare qui est clair, et puis il y a le IC, parce que IC ça veut dire intelligence collective aussi, et puis c'est LIC, l'armorique. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de créer un projet et un collectif autour de ça? Parce que c'est pas une culture simple du tout. Ça demande énormément de mécanisation, énormément d'expérimentation, de savoir-faire dans la culture d'une part, et d'autre part c'est surtout parce que nous, ce qu'on veut, c'est en Bretagne, créer un projet qui soit
en lin bio. Aujourd'hui, la majorité de la culture, elle est pas en bio. Elle est déjà très intéressante, elle consomme moins d'intrants, mais ce qui est super important, c'est d'avoir, à partir du moment où on travaille sur, entre guillemets, le monde d'après, c'est de se dire finalement qu'est-ce qu'on peut faire chacun et à quel niveau et à tous les niveaux. Si la culture du lin n'est pas bio en Bretagne, alors du coup on ne va pas pouvoir travailler sur des questions d'éco-conception et également sur toutes les interdépendances qu'il peut y avoir entre le fait qu'on cultive du lin, on fait des assolements, on fait des rotations sur les zones agricoles et finalement la qualité de l'eau et notamment la qualité de l'eau de mer. Aujourd'hui, on sait très bien que dans ce qu'on appelle les baies prioritaires à algues vertes, les deux raisons principales, ce sont les intrants et ce sont les problématiques d'aménagement du territoire. Au niveau des intrants, quand vous avez une culture bio qui s'appuie en plus sur des logiques d'agroécologie, on sait qu'en tout cas, on met le maximum de chances pour limiter au maximum les effets d'algues vertes. Mais il faut vraiment qu'on l'accompagne tout ça. L'agroécologie, pourquoi en Bretagne et pas ailleurs? Parce qu'en fait, en Bretagne, contrairement à d'autres zones où on produit du lin, on est vraiment sur ce qu'on appelle une trame paysagère, c'est-à-dire qu'on a encore des bocages, on a encore un système de haies, on a encore des systèmes de petites parcelles, en plus qui sont parfaitement situées dans des zones qui ont produit du lin, donc on a cette preuve-là historiquement. Et la logique de l'agroécologie, c'est la nature qui, quand elle est prise de manière globale et pas uniquement à l'échelle de la culture, qui finalement permet d'être beaucoup plus résiliente et beaucoup plus opérante et du coup qui a besoin de moins de produits phytosanitaires, et nous en tout cas ce qu'on souhaite c'est pas de produits phytosanitaires du tout. Donc c'est un lin bio et c'est pour ça que c'est très compliqué parce que ça ne se fait pas comme ça, c'est-à-dire que même là où ça se produit actuellement, donc en Normandie, c'est assez compliqué, ça demande beaucoup de mécanisation, c'est une culture qui est complètement liée à une industrie, l'industrie du teillage, évidemment les filatures. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% de la production qui est donc produite en France, production mondiale, part en Chine pour être filée. Et nous, notre projet, c'est de se dire si on veut être résilient et si on veut vraiment travailler sur des emplois non délocalisables et un vrai savoir-faire avec des vêtements de qualité, ou quand je mets un vêtement, et c'est le cas de celui-là en tout cas, je veux être sûre que je ne vais pas avoir de pesticides sur la peau parce qu'il aura été transporté ou qu'il aura été produit avec des produits chimiques. Et je veux être aussi sûre que la personne qui l'aura fabriqué aura eu un salaire décent et qu'elle aura travaillé dans des conditions plutôt équitables. Et en fait, c'est pour ça que ce collectif il est important et parce qu'il veut vraiment travailler non seulement du sol et de la qualité de la terre, de l'importance que ça va avoir pour la biodiversité, de l'importance que ça va pouvoir revêtir pour l'agriculture, pour les transformateurs, et puis jusqu'aux consommateurs, d'ailleurs qu'on n'appelle plus des consommateurs dans le projet, on les appelle les consommateurs, parce que c'est un véritable acte d'engagement. Et ça peut se faire qu'en Bretagne, parce que, je l'ai dit, sur le plan géographique, mais en même temps, il y a une deuxième raison. Et je suis en plus très à l'aise pour le dire parce que je ne suis pas bretonne d'origine. C'est que la Bretagne est une véritable terre de coopération. Et ça, je le vois tous les jours dans mon métier, que je fais par ailleurs. Et c'est forcément un projet de coopération. Parce qu'il faut qu'il y ait de la coopération du début jusqu'à la fin de la chaîne. Alors voilà, comme je vous le disais, c'est ici que tout a commencé, dans ce musée d'ethnographie de Saint-Brieuc. En fait, je cherchais un musée des Beaux-Arts et j'arrive ici, c'était un dimanche, il pleuvait. Et la personne me dit « mais ici c'est le musée d'ethnographie, d'art et d'histoire de Saint-Brieuc ». Je dis « bon bah, c'est pas grave, je repars ». Et elle me dit « mais non, c'est un super musée, c'est super intéressant, vous allez-y, en plus c'est gratuit ». Et donc j'ai découvert ce musée et en visitant ce musée, c'est là que j'ai pris conscience en fait déjà de l'impact historique du lin et de la production du lin en Bretagne et en particulier donc dans le pays de Saint-Brieuc, qui était non seulement une zone de production sur la partie nord, sur la partie littorale, mais également une zone de tisserand dans la partie en fait plutôt au secteur quintin. Et c'est là qu'il y a eu vraiment une sorte de révélation parce que je travaillais, j'allais dire, puisque c'est un peu ce qui m'anime dans ma vie au quotidien sur ces questions d'économie circulaire et ces questions d'impact écologique.
Et quand j'ai vu une des cartes du musée sur les zones de production de lin et que je me suis aperçue que potentiellement cette culture qui a besoin de très peu d'intrants et qui peut se cultiver en bio, notamment particulièrement en Bretagne, en fait se croiser avec la zone des baies prioritaires, je me suis dit que là il y avait vraiment quelque chose à creuser. Et ce musée est particulièrement bien fait parce qu'il montre non seulement l'impact et la manière dont on cultivait, avec évidemment ici par exemple on a des machines qui permettent de montrer comment est-ce qu'on filait, mais il y a des secteurs sur lesquels on a la manière dont c'était taillé, dont c'était arraché, on a aussi des photos de bassins de rouissage qui est une phase très importante qui n'existe plus aujourd'hui, c'est-à-dire parce que ça a été interdit. Le rouissage, c'est quand on arrache le lin. Ensuite, aujourd'hui en tout cas, la manière dont ça se fait, c'est qu'on laisse sur la zone de culture le lin et on le laisse pourrir avec la pluie. À l'époque, en Bretagne, et on le trouve dans toute la Bretagne, il y a des sortes de mini lavoirs, pas très épais, pas très profonds, et en fait ce sont des bassins de rouissage et ça permettait en fait de faire pourrir cette gangue qui est autour de la fibre et ensuite de tailler pour pouvoir récupérer la fibre et faire ensuite le fil. Tout ça est vraiment très bien expliqué et en fait ça a été vraiment le point de départ pour se dire mais qu'est-ce qui a fait d'abord que ça se soit arrêté, et là on voit les différentes raisons et notamment une sorte de bascule vers la mécanisation qui a été on va dire particulièrement contrariée en Bretagne, et ensuite évidemment ça a ouvert des perspectives sur le lin aujourd'hui. Donc il y a déjà il y a une association, il y a deux grosses associations qui travaillent sur ces sujets. En Bretagne, il y a Lin et Chanvre de Bretagne et il y a Lin et Chanvre Bio en France aussi, avec qui je travaille beaucoup. Et puis ensuite, toutes les innovations qui sont liées au lin et au lin fibre en particulier. Là, ça m'intéresse au premier chef parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la possibilité de développer une économie circulaire qui est basée sur de l'éco-conception pour les vêtements, pour des vêtements sains, et donc qu'on pourrait développer ici, qu'on pourrait tisser ici, plutôt qu'en Chine, avec un vrai savoir-faire, avec des transports qui sont réduits, avec un impact très positif pour la planète, mais bien au-delà, et Roland Jourdain, le navigateur, en parlerait mieux que moi, le lin, c'est aussi de la possibilité d'innover pour les coques de bateaux, en les rendant extrêmement solides, mais également très légères, en pensant aussi à la fin de vie des produits, dans l'ameublement, dans les véhicules, que ce soit également pour tout ce qui est légèreté, plus un véhicule est léger, par exemple pour des trains, on travaille sur de l'innovation de trains et y compris de navettes autonomes, plus c'est léger, moins ça a besoin d'énergie. Donc même si on parle d'hydrogène pour l'avenir pour innover, plus ça sera léger et moins on aura besoin d'énergie. Le lin est une excellente réponse pour ça. Et on a absolument également tout ce qui est éco-construction, tout ce qui est isolation saine. Et surtout, comme je disais, le fait d'imaginer que quand on crée un produit avec du lin, et avec du lin bio en particulier, on pense la fin de vie et on a une sorte de capacité, on pense en tout cas qu'on a la capacité à créer un système vraiment résilient sur lequel on peut agir et avec une possibilité de peut-être agir au quotidien sur la manière dont on s'habille, la manière dont on se déplace, la manière dont on habite, et puis aussi en intégrant dès le départ non seulement qui achète, mais aussi comment c'est fabriqué localement, et en tenant compte non seulement de la capacité d'innovation absolument extraordinaire qu'il y a sur ce territoire et en Europe, parce que le lin c'est aussi une histoire européenne, mais également la manière dont on coopère pour pouvoir le faire. Et ici en tout cas c'est particulièrement probant et l'histoire le montre. Deux anecdotes moi, que je trouve vraiment très importantes. D'abord la combinaison du lin avec le chanvre. On parle de la route des toiles de Bretagne. Il faut savoir que peut-être que Christophe Colomb n'aurait jamais découvert l'Amérique, comme on dit, puisque c'est pas exactement ça, mais s'il n'y avait pas eu les toiles de Bretagne pour les voiles. Et puis la deuxième chose, il faut savoir que le niveau de qualité du lin en Bretagne était tellement exceptionnel qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, en Espagne, le lin de très grande qualité s'appelle le Quintin. Ça vient du mot Quintin, c'est-à-dire de la ville de Quintin, où on faisait sans doute le plus beau lin du monde.